On a beaucoup évoqué le sujet en démarrage. On a vu que déjà au XIXe siècle, l'université et l'entreprise collaboraient énormément. D'ailleurs, Nancy semble avoir une place extrêmement importante en France. On a vu tout à l'heure que les grandes entreprises comme ArcelorMittal participaient et étaient actives aussi avec les centres de recherche de l'université. C'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Comment aussi, depuis un institut de recherche extrêmement connu, eh bien, on voit les choses, on voit la collaboration. Pour cela, je vous propose d'accueillir Madame Elmer Laurent, Edwige, qui est là. Je comprends, mais vous êtes une star, Madame Elmer Laurent. Vous êtes la déléguée régionale du CNRS Grand Est. Alors, vous êtes une Lorraine par adoption, mais vous connaissez très bien notre région. Je sais qu'on a parlé tout à l'heure de culture. Je sais que vous connaissez très bien la BD qui est relative à la sidérurgie dans le nord de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle. Vous avez fait une longue carrière à l'université, la majeure partie de votre carrière à l'université. Vous avez occupé beaucoup de responsabilités, différentes missions. Donc autant dire que vous connaissez très très bien la maison. Et puis depuis plus de 6 ans, vous êtes la patronne, la déléguée régionale du Grand Est du CNRS. Vous reportez directement vers le président, Monsieur Antoine Petit, et vous avez cette mission de coordonner l'ensemble des travaux, d'animer toutes les actions de l'Institut de recherche, le CNRS, mondialement connu, une véritable marque. Vous avez donc une position tout à fait privilégiée pour voir les évolutions des relations entre la recherche et les entreprises. C'est d'ailleurs un grand sujet en France. On ne sait jamais si c'est fortement opérationnel, si on fait assez de recherche, si les entreprises en bénéficient assez. C'est un grand sujet. On a échangé ensemble et vous m'avez dit qu'en fait, votre grand souhait, c'est de faire évoluer l'état d'esprit. Faire en sorte de fluidifier les échanges, faire en sorte qu'on se comprenne mieux. Peut-être y a-t-il encore des difficultés entre les entreprises d'un côté, les chercheurs de l'autre, pour réussir à concrétiser des projets. En tout cas, vous êtes persuadé qu'il faut absolument que l'industrie et la recherche, ou la recherche et l'industrie, travaillent ensemble afin de pouvoir réaliser des projets communs dans l'intérêt de tous. Alors, quelles sont les collaborations industrielles en Lorraine, organisées par le CNRS? Maintenant, vous allez tout nous expliquer. Vous allez où vous voulez. The floor is yours. Merci, mon président. Pas du tout. J'ai décidé de faire ça à l'ancienne pour 2 raisons. Étant donné mes nombreuses années d'observatrice, mais de non-scientifique, en fait. Devant un parterre de scientifiques, moi, j'ai un rôle un peu différent. Donc, j'ai pas des beaux histogrammes à vous montrer, un joli camembert de répartition, des ressources financières gérées par le CNRS. Ça, c'est... Et puis, je passe après les historiens et les praticiens de la relation science et industrie qui avaient des tas de choses à montrer. Donc, moi, j'ai plus une expérience à raconter. Et puis, ça épargne à notre secrétaire général le fait d'accueillir ma présentation et de la suivre. Alors, merci de m'accueillir. Je dois remercier le président de Corvin parce que c'est lui qui n'a pas lâché l'affaire quand je lui ai dit non, plusieurs fois. Mais visiblement, c'est une zone de fréquence qu'il ne capte pas quand on lui dit non. Donc, me voilà devant vous aujourd'hui. Alors, je voudrais commencer déjà par la question de la création du CNRS. Il y a une jolie référence qui est disponible en vidéo, qui est le discours de Jean Perrin, qui, avec Jean Zay, a fondé le CNRS. Et c'est très facile d'aller revoir, je le mettrai dans les références, cette vidéo, où Jean Perrin explique la volonté de mener une politique de recherche ouverte, qui avait besoin de financement. C'est pour ça que la Caisse nationale de la recherche scientifique a été créée, sur l'idée d'une rencontre des disciplines, et pour faciliter une recherche scientifique désintéressée. Alors vous allez me dire, recherche désintéressée, où est la relation science et industrie dans tout ça? C'était un poste d'investissement de l'État au bénéfice de tous et l'ambition était de financer des travaux pour en accélérer le partage et le transfert. Donc déjà dans l'ADN de la maison CNRS, il y avait cette idée de travailler ensemble. L'arrivée du CNRS en région Lorraine, à Nancy en particulier, c'est le fruit tout d'abord de l'histoire des géosciences. Je ne sais pas si la personne qui m'a glissé ce souvenir est là, je ne crois pas, mais j'ai entendu récemment quelqu'un dire « Le doyen Roubaud, il suffisait qu'il aille au ministère, il tapait un petit coup et les choses tombaient directement. » Je vois qu'il y a des gens qui ont
déjà entendu cette histoire-là du doyen Roubaud, à qui on doit beaucoup, parce que c'est grâce à son dynamisme et grâce au dynamisme des laboratoires de géosciences, derrière l'École nationale de géologie, et au même moment que le mouvement de régionalisation du CNRS se mettait en œuvre, c'est comme ça qu'on a pu avoir des laboratoires CNRS à Nancy, et notamment le CRPG qui est toujours présent dans un bâtiment CNRS. Alors aujourd'hui, c'est sûr que la politique du CNRS est assez différente, mais en tout cas, l'histoire des géosciences, c'est par là que la relation a commencé entre l'université et le CNRS. Dans cette même période, le CNRS s'associe à d'autres universités pour créer des laboratoires communs, aussi sur des sujets industriels. Le premier laboratoire associé, c'était un laboratoire qui était associé avec Air Liquide à Dijon. Et c'était un laboratoire de chimie. Dans les années 60, on a déjà cette idée de travailler ensemble, parce qu'on a l'habitude de dire les chercheurs et les industriels, mais la réalité, monsieur l'a prouvé, il y a des chercheurs dans l'industrie et il y a des chercheurs académiques. Il n'y a pas plus de différence que ça, en fait. Donc, si on fait un peu d'histoire, on va regarder qu'il y avait des laboratoires de sciences expérimentales et formelles, le centre de pédologie biologique, qui me fait l'honneur d'accueillir la délégation aujourd'hui suite à une histoire relativement triste, mais qui a été reprise par d'autres laboratoires qui continuent à faire exister cette histoire. Le centre de cinétique physico-chimique, le laboratoire de métallurgie et de chimie du solide, un des ancêtres de l'Institut Jean Lamour, mais aussi le Trésor de la langue française, qui a un bâtiment sur le campus Lettres et Sciences Humaines à Nancy, un bâtiment construit par le CNRS, pour lequel le campus Lettres avait demandé que le bâtiment soit tourné dans l'autre sens pour ne pas voir sa porte. Vous voyez, sur les relations université-CNRS, il y a déjà un truc qui se passe. Est-ce que c'est une légende? Ça, je ne sais pas, M. Criqui, vous nous direz. Donc c'est une histoire de régionalisation entre le CNRS et l'université, mais aussi de forces sectorielles reconnues. Et ça, c'est assez important de dire que ces forces sectorielles, elles trouvent leurs racines dans le passé et l'actualité industrielle de la région. Les écoles d'ingénieurs, les collègues en ont parlé, les forces industrielles et l'annexion, qui sont les trois vecteurs de cette question qui mène à la question de l'exploitation des ressources, au génie des procédés, à la chimie, qui n'en sont que deux exemples. À ce jour encore, les collaborations scientifiques avec l'industrie restent majoritairement portées par les laboratoires de sciences de l'ingénieur, qui sont nombreux du point de vue du CNRS. C'est une catégorisation propre à notre maison. Au niveau national, la chimie est aussi assez importante et on a vu que dans l'histoire de l'industrie lorraine et des formations en Lorraine, la chimie avait une place particulière. Et puis notre côté atypique ou typique, qui sont les géosciences, terre et univers, et sciences de l'environnement en Lorraine, qui représentent aussi un vecteur important de relations industrielles. Alors la période de désindustrialisation, on en a parlé tout à l'heure, et notamment la crise sidérurgique, a nécessité de mettre en place des mesures de compensation que l'État a portées, et que le CNRS a été un des vecteurs de cette politique de compensation. Et dans ces instruments, il y a eu la fusion des services de documentation du CNRS, qui étaient à Paris, et qui sont arrivés à Nancy dans un excellent bâtiment conçu par l'excellent architecte Jean Nouvel, qui me vaut des factures de chauffage que vous n'imaginez même pas, avec un nombre de zéros avant la virgule. Et je compte sur vous pour valoriser ce bâtiment, parce qu'on va avoir plein de sujets là dans les prochaines années. Donc si vous voulez lancer une cagnotte en ligne, n'hésitez pas. C'était l'usine à transformer le savoir. On était encore sur cette histoire industrielle de dire cette usine à transformer, à diffuser les savoirs, à partager la documentation était importante. Et aujourd'hui encore, l'INIST, c'est encore 150 personnes qui fournissent des services à plus de 120 000 personnes dans les laboratoires. Et je crois que Jacques est dans la salle. Je fais un petit coucou à Jacques, qui raconterait ça tellement mieux que moi. Ensuite, il y a eu des politiques publiques pour stimuler la relation entre science et industrie, et elles n'ont pas manqué en Lorraine. J'évoquais la Marguerite, mais Joël la racontera mieux que moi aussi. L'arrivée de l'IRT, les sociétés d'accélération du transfert, CEATEC en Lorraine, qui nous a donné des leçons incroyables en matière de gestion de projet que vous évoquiez, monsieur, la même chose que dans l'industrie, et Metafench, pour ne citer que certains d'entre eux. Alors, en Lorraine comme ailleurs, l'analyse des relations entre le monde académique et le monde industriel ne peut pas se limiter juste au contrat qu'on signe le CNRS et les industriels, puisque le CNRS est toujours associé à l'université, et quelque part, cet angle de vue est déjà un peu partiel et partial. On peut imaginer de compter les prestations de services, qui est souvent la première étape d'une relation. On va faire une étude, on va mesurer, quantifier, qualifié. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on sait mesurer. Mais ensuite, on a aussi les contrats de collaboration. Aujourd'hui, on dirait laboratoire commun. Mais contrats de collaboration, c'était un peu vintage comme nom, mais c'était déjà la même idée. Ce que vous avez raconté sur les différents projets qui sont menés en commun,
C'est exactement faire maison commune sur une question scientifique. Nos établissements, Université de Lorraine et CNRS, alors je vais dire du bien de l'université juste pour obliger Jérôme Sterpenich à dire du bien du CNRS, et on fait ça tout le temps, mais là il n'a pas de chance parce qu'il parle après moi. Donc le voilà piégé, vous allez voir, il est remarquable dans l'exercice. On s'est donné un mandat, comme ça on a l'air plus simple pour le partenaire industriel. C'est-à-dire que quand ArcelorMittal signe avec l'Université de Lorraine, ce qui se cache derrière, c'est le CNRS. Quand Saint-Gobain-Pont-à-Mousson signe avec le CNRS, ce qui se cache derrière, c'est le CNRS et l'Université de Lorraine. Et on garde un peu dans notre intimité, notre complexité, pour faire le meilleur visage possible avec le partenaire industriel. Alors je ne vous dis pas que tout est rose, hein. Je dis on essaye et on fait nos meilleurs efforts. Alors on a aussi des démarches conjointes avec l'université pour mettre en valeur les plateformes et les niveaux d'équipement, qui sont aussi connus pour être d'un excellent niveau en Lorraine. Des équipements scientifiques très performants avec des personnels qualifiés qui sont présents sur ces plateformes et ces équipements. Et ça, c'est aussi une manière de se présenter de manière relativement simple, c'est-à-dire qu'un industriel peut être intéressé par un savoir-faire, une technique ou un équipement scientifique pour lequel il n'a pas besoin d'en faire l'acquisition. Donc ça, c'est une manière aussi de se présenter. Et on a un site qui présente ces plateformes, qui est vraiment un site intéressant pour aller regarder toute l'offre de services. Donc les personnels des laboratoires sont au cœur de la relation avec les partenaires. Je ne viens pas en tant que vieille institution dire que c'est les institutions qui créent les relations partenariales. Je crois qu'il faut qu'on soit lucide avec ça. Dans la salle, vous l'avez tous vécu à une échelle ou à une autre. La relation partenariale, elle est tout d'abord dans la logique de réseau des scientifiques eux-mêmes. C'est-à-dire que les scientifiques se rencontrent avec les scientifiques de la R&D privée. Ils vont créer des relations de confiance dans cette logique de réseau qui a été définie par des chercheurs qui ont travaillé sur Grenoble et sur Toulouse. J'étais un petit peu triste qu'ils n'aient pas travaillé jusqu'à nous pour analyser les contrats partenariaux, mais on pourrait tout à fait transposer leur méthodologie pour essayer d'en faire quelque chose. Il définit une typologie de contrats. Il y avait 4000 contrats passés entre les laboratoires CNRS et les partenariats industriels sur des territoires très différents. Grenoble, Toulouse et nous, on est assez différents. Mais on pourrait tout à fait utiliser ça pour cette typologie. Donc la première logique, c'est la logique de réseau, la connexion entre le laboratoire et le partenaire. Fruit du réseau, vous avez recruté mon doctorant, on continue à se voir ou on le suit ensemble. Et à ce moment-là, on a quelque chose qui se nourrit de la logique scientifique, de la question scientifique. Et dans ce que Grossetti et Bess ont étudié, il y avait 44% des contrats, déjà à l'époque, qui étaient nourris par cette logique de réseau. Et c'est ce qu'on observe aussi aujourd'hui. Si les scientifiques ne font pas affaire, vous pouvez mettre tous les juristes que vous voulez pour rédiger le contrat, il ne se passera rien. On aura un super beau contrat, on n'aura pas peur les uns des autres, mais on n'aura pas forcément créé cette relation de confiance. Et donc cette logique de réseau, elle intervient au croisement des dispositifs qui peuvent aller de l'accueil de stagiaires, les doctorants que vous évoquiez pour ArcelorMittal, les contrats de collaboration, les laboratoires communs, voire des chaires, et tout ça avec une obligation de moyens, mais pas de résultats. C'est-à-dire que ce n'est pas une prestation qu'on achète, c'est plutôt ce qu'on fait ensemble qui nous intéresse, pour lequel on définit qu'on sera copropriétaire des résultats. Ce qui fait que c'est pareil, ça nous rend un tout petit peu plus désintéressés. Pourquoi faites-vous des gros yeux, monsieur Sterpenich ? L'Université de Lorraine souhaite être propriétaire des résultats toute seule ? La deuxième logique dans laquelle sont Grossetti et Bess, c'est la logique des institutions. Quelquefois, quand ça ne marche pas suffisamment, quand on aimerait plus, ou quand un partenaire industriel vient voir le CNRS ou l'université, peu importe, on parle d'institution à institution. Et pour eux, dans leur étude à Grenoble, c'était moins de 20% des contrats étudiés qui étaient le fruit d'une démarche institutionnelle. Alors, pour ce qui concerne le CNRS, c'est sans doute un peu plus de 20% aujourd'hui, parce que les collègues se rencontrent avec des groupes industriels de grande taille qui ont des organisations qui sont symétriques avec celles du CNRS. C'est-à-dire qu'il y a une direction de l'innovation, il y a une direction des affaires juridiques. On va se retrouver avec des collègues qui ont parfois fait leurs études ensemble. Donc c'est beaucoup plus simple de parler d'organisme national à grande structure ou grand groupe industriel. Alors les institutions, elles se comprennent parce qu'elles ont la même agilité relative. C'est-à-dire qu'un grand groupe industriel n'est pas très différent du CNRS. On reproche toujours à l'autre d'être moins agile que soi, mais souvent ça dépend dans la négociation, ça peut prendre un peu de temps. Alors le CNRS a déployé une action assez volontariste. On a actuellement 23 accords cadres avec des grands groupes, ce qui permet de ne pas tout rediscuter au démarrage du partenariat et ce qui permet aussi aux juristes de passer moins de temps à chaque prestation ou collaboration. Vous savez que si on passe moins de temps
Enfin, si on donne moins de temps aux juristes, c'est bien aussi. Pardon, monsieur Criqui, vraiment, vous en avez formé tellement des juristes, mais nous, on les déforme après, vous savez. Et la troisième logique de Grossetti-Ebès, c'est la logique de marché, c'est-à-dire qu'un partenaire industriel, merci Président, avant qu'il soit partenaire industriel, peut-être c'est un client, et qui va chercher une prestation quelque part, et il va chercher le meilleur endroit pour la faire. Et là, il faut trouver la manière de lui répondre. Dans l'étude de Grossetti-Ebès, il y avait à peu près 30% des contrats qui étaient passés sous ce type-là. Les entreprises qui font de la veille, pour être les plus performantes possibles, elles peuvent se tourner vers nous aussi en disant « je cherche tel type de prestation ». Notre offre de service sur les plateformes, alors je dis notre, c'est pas la mienne, c'est celle des laboratoires évidemment. La démarche qualité des plateformes aussi, et la prestation de services qualifiés, souvent ça répond à un sujet d'interrogation pour les industriels. Et puis l'ouverture des publications, ça permet une veille intelligente, peut-être plus encore qu'il y a quelques années, parce qu'il fallait lire la littérature scientifique. Aujourd'hui, elle est plus disponible. Alors, pour favoriser cette rencontre, la direction de l'innovation du CNRS s'est dotée d'une direction des relations aux entreprises pour essayer d'entendre le marché et aller du marché vers le laboratoire. Et là, je vais citer Jean-Pierre Thomès, puisque c'était une de ses trouvailles entre l'irrigation et le drainage. Il fallait à la fois irriguer et drainer dans un dispositif qui s'appelait Cérès, la déesse des moissons. Je ne sais pas si c'est toi qui avais trouvé Cérès, mais c'était bien trouvé. Donc on continue à moissonner, monsieur Thomès. Aujourd'hui, si on met ces trois logiques sur ce qui se passe en Lorraine, les accords cadres, parce qu'évidemment, on s'est dit on va aller regarder nos données, et bien les 10 dernières années, nos principaux partenaires, c'est pas vraiment en Lorraine qu'on les trouve. C'est Total Energy, premier partenaire du CNRS, y compris en Lorraine. Safran, Air Liquide, Framatome, EDF, ArcelorMittal, 45-8, Thales, BASF et Avril. On n'a pas beaucoup d'ETI locales, mais là, c'est ceux avec lesquels on a fait le plus de bandes passantes. Alors, il est facile de comprendre que les savoir-faire académiques lorrains sont intéressants pour ces grands groupes, et c'est aussi une fierté d'être identifié comme un territoire ressource académique pour ces grands groupes. Il ne faudrait pas le négliger. Le deuxième dispositif, c'est les laboratoires communs. Je l'évoquais, on appelait ça des contrats de partenariat, des contrats de collaboration, des conventions pluriannuelles. C'était pas trop sexy. En disant Labcom, on a trouvé un nom qui a l'air d'être identifié. C'était comme formation ouverte et à distance. À une époque, on faisait de la formation ouverte et à distance. Et maintenant, on fait des MOOC. C'est pas du tout pareil, ça n'a rien à voir. Mais juste le nom est plus intéressant. Donc là, le nom Labcom, il a cristallisé quelque chose qui a l'air d'aller de soi et qui plaît beaucoup à la fois dans les laboratoires et dans les laboratoires de nos partenaires industriels. Alors les Labcom sont particulièrement structurants parce que chacun apporte à part égale dans cette démarche. Qui sa question scientifique, qui sa capacité à y répondre, des équipements, des personnels et évidemment un petit peu d'argent. Alors je vais vous en citer quelques-uns juste pour vous donner une idée de ce qui se passe sur le territoire, mais l'usine entre EDF et le LRGP, entre Alab avec le groupe Abiolis Biotechnology, qui est à Évry, malheureusement, qui n'est pas tout à fait en Lorraine, et Imopa. Et je reprends ce que disait Laurent Rollet, c'était vraiment une question de chimie tinctoriale. Pour le coup, c'était comment trouver des colorants qui soient biosourcés. Ça évite de tuer des cochenilles et il y a plein d'autres avantages. Si vous passez par là à Noël, ne mangez pas les M&M's bleus. J'ai appris ça dans le Labcom. Je retiens que l'essentiel, moi, dans les collaborations. Le laboratoire commun TEIA avec Artus Technology, qui est un partenaire qui est à Aix-en-Provence, partenaire du laboratoire Géoressources. Le Crégu, qui a été évoqué tout à l'heure, qui était une société qui est devenue un laboratoire commun avec Orano. Pigaz avec Air Liquide. Carbiolab avec le groupe Bordet. Le groupe Bordet, il est installé au nord de la Bourgogne. Donc on n'est pas encore en Lorraine, mais on fait progresser l'utilisation des charbons actifs. Solaris, tout seigneur, tout honneur, mais je crois qu'on en reparlera demain, entre l'Institut Jean Lamour et Wiesmann, qui a bénéficié de financement de l'Agence nationale de la recherche. Donc voilà, on est sur la logique du besoin de l'entreprise et la question de l'un devient la richesse de l'autre. C'est vraiment ça qu'on essaie de faire dans ces laboratoires communs. Je ne vous dis pas que je comprends ce qui se passe dans chacun, mais pour participer au comité de pilotage de nombreux d'entre eux, on voit que c'est la relation de confiance, encore une fois, entre les scientifiques qui permet de les faire fonctionner. Et très souvent, en copie, la question c'est « qu'est-ce qui nous empêcherait de continuer ?» Donc ça veut dire qu'on
On est sur une relation qui s'installe aussi dans une durée qui va au-delà du LabCom. Et puis la création d'entreprises issues de la recherche, qui est aussi une activité qui occupe un peu les scientifiques parfois, quand ils s'intéressent au sujet et qu'ils en ont l'appétence ou le goût. Ça, c'est quelque chose qui, dans la troisième logique de création d'entreprises issues de l'innovation, on peut retrouver des données sur l'observatoire de BPI France, qui est assez intéressant, et je vous ai mis la référence, mais a priori, on indique que 48 startups deep tech, donc issues d'une recherche de rupture, ont été créées ces 5 dernières années. Et elles ont opéré une levée de fonds de 56 millions d'euros. Sur les 5 années passées, c'est quand même quelque chose d'assez important aussi, même si, comme pour la transformation de l'industrie, ça ne crée pas un nombre d'emplois considérable. Ça crée des emplois qualifiés et ça fait circuler aussi l'innovation parce que quelquefois elles sont rachetées ou quelquefois elles ont un destin qui est différent. Alors dans ce cadre-là, les chercheuses et chercheurs sont accompagnés par les institutions qui ont des financements de prématuration puis de maturation. Donc c'est là que les opérateurs du transfert de technologie s'alignent. Enfin, quand je dis s'alignent, disons qu'on crée un champ magnétique en espérant qu'il s'aligne, et ça c'est le rôle du PUI Lorrain Polaris et de notre marque commune Unis, de vraiment réussir à aligner toutes ces petites énergies et toutes ces sources de financement. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est une activité qui est sous-financée aujourd'hui, c'est une activité qui gagne à être mieux articulée. Donc on peut citer Cybernano, optimisation par la modélisation d'un processus de création de médicaments. On peut citer Steminov sur les thérapies fondées sur les cellules souches pour lutter contre les maladies inflammatoires. On peut citer SAM, les matériaux 3D qui incluent des systèmes d'authentification intrinsèque anti-contrefaçon. Et j'ai envie de citer Catsalise aussi, une technologie qui révolutionne l'immobilisation biologique des enzymes. Ça veut dire que là, on a déjà aussi une vision des secteurs disciplinaires qui sont porteurs de ces innovations. Alors en conclusion, ça n'est qu'une vision de mon poste d'observation, partielle. Dans l'ADN du CNRS, la tension entre une recherche pure et désintéressée et une recherche qui trouverait des applications n'était pas un sujet à sa création, mais ça l'est devenu. Dans son histoire, les chercheuses et chercheurs peuvent librement explorer ces pistes, les applications de leur recherche ou les confier à d'autres. Et puis l'organisation de la maison CNRS a essayé de répondre à ces différents besoins, aux besoins du monde économique aussi, avec une science au service de la société. Et puis on note que certains chercheurs se lancent dans les partenariats et ne mettent pas entre parenthèses leur carrière académique, loin de là. C'est-à-dire qu'on peut être gagnant sur les différents tableaux, ne pas mettre en péril sa vision et son évaluation de ses publications, par exemple. Et voilà, si je peux faire une petite lettre de vœux, puisque les rois mages étaient là tout à l'heure, je vais me permettre de leur demander, s'ils veulent bien, il faut qu'on mène une enquête du même type que celle de Grossetti-Besse sur nos contrats au niveau du site lorrain, pour pouvoir en déduire des choses dans une approche scientifique de cette relation partenariale. Les institutions devraient aussi travailler à la mobilité des personnels, entre le monde public et le monde privé. C'est très compliqué pour nous, mais c'est très compliqué pour le partenaire industriel aussi, d'accueillir des gens, à quel niveau de secret, à quel niveau d'habilitation, à quoi on a accès. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore réglé. Et notre ministère, qui exècre la complexité, n'a pas réussi à la résoudre dans ce domaine-là. Travailler dans l'intimité à nos relations, mais aussi peut-être regarder, avec certains partenaires industriels qui le veulent bien, nos échecs. Parce que là, je vous dépeins un portrait qui est tout à fait idyllique, mais on a des loupés. On a des échecs industriels dans nos relations entre les partenaires. Et donc, il faudrait qu'on puisse faire un petit arbre des causes et se dire pourquoi ça n'a pas marché et accepter de se le dire. Ça, c'était une proposition qu'on avait faite avec le président du MEDEF 54. Disons, regardons quand ça ne marche pas. Et puis, cultiver nos forces, c'est-à-dire être fier de ce qui se passe dans l'industrie quand on est académique et fier de ce qui se passe dans le monde académique quand on est du côté du monde économique. Quand on joue en équipe de France, on ne renonce pas à la valeur de son club, mais on porte des couleurs qui sont la somme des couleurs des clubs. Et puis, jouer nos forces à l'étage des financements européens avec des projets science, industrie, innovation. Pour monter ces projets, on a besoin les uns des autres. Si le monde académique y va seul, il va faire des très beaux projets à l'ERC, mais des projets sur le pilier de l'innovation, on ne réussira pas à les monter tout seul. Donc, c'était vraiment ça ma conviction, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Et je ne vous dis pas que tout sera facile, mais si c'était facile, on s'ennuierait et surtout, on serait trop nombreux. Pour cet éclairage très dynamique sur la vocation et le rôle du CNRS dans notre région.
Quelques questions, rapidement? Oui, une question, non, monsieur. À l'époque, j'étais responsable informatique, chargé de devoir monter un système informatique pour produire 500 000 analyses d'articles par an. La moitié venait du CNRS et plein d'autres de coopération. Ça veut dire que le CNRS, en matière de production d'informations, avait réussi à faire une dynamique qui proposait donc 500 000 articles par an. À l'époque, nous étions à égalité avec la National Library of Medicine. Cette activité est passée en France de 500 000 à 0 et aux États-Unis de 500 000 à 1 million. Et maintenant, sur les services aux industries, en 2000, j'ai battu le record de fourniture de documents, je suis assez fier, avec 1 million de documents par an, dont 1 tiers dans le milieu industriel. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelque chose J'ai cité aussi le TLF. Je pense qu'il y a peut-être une dynamique à recréer. Merci. J'en ai une petite pour vous, Madame Elmer-Laurent. Rien à voir forcément avec la recherche, mais entre 1995 et 2017, le PIB de l'industrie, le PIB en France, l'industrie a baissé de 17 à 11%, tout à l'heure en disant qu'en 2024, il était en dessous de 10. Vous aurez une petite idée pour qu'on puisse inverser tout ça? Moi, présidente, c'est ça que vous me demandez? Exactement. Non, mais pourquoi pas? Mais je dis trop de bêtises et les gens vont le filmer et les gens vont le garder, donc je ne serai jamais présidente, autant qu'on se le dise tout de suite. On a parlé des choix stratégiques. Quand on parlait de désindustrialisation de la Lorraine, là, il y a des choix de l'État qui ont été faits sur la filière acier, sur la production des ressources. Ça, c'est des choix de politique. Où sont les choix politiques aujourd'hui pour installer des industries qui soient des industries porteuses pour un territoire comme la Lorraine? Moi, j'ai l'habitude de dire qu'en observatrice extérieure à la Lorraine a beaucoup donné à la France. Elle a donné ses enfants. Elle a donné des territoires, ses frontières qui ont bougé. Donc, la population lorraine a passé son temps à s'adapter. Elle a donné les ressources du sous-sol. Elle a donné des savoir-faire. Elle a accueilli des populations. Elle a donné, j'évoquais avec les collègues, les radios libres suite au mouvement syndical qui est énorme. Et donc, voilà, tout ce que la Lorraine a apporté, je pense que l'État pourrait s'interroger peut-être sur un juste retour 21e siècle de ce que la Lorraine a donné au cours du 20e siècle. Mais plutôt que de nous voir comme une terre de désolation au cœur de la diagonale, au bout de la diagonale du vide, même pas au cœur, au bout de la diagonale du vide, et de se dire, on verra quand on arrivera en Alsace. Moi, j'ai un sujet qui est celui-là. Il nous faut des politiques forts en Lorraine pour porter ce message-là. Il nous faut des politiques qui n'aient pas peur de leur histoire industrielle, n'aient pas peur et pas honte de leur actualité industrielle. Donc, pardon si je m'énerve, mais en tout cas, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je me dis, si on avait des politiques forts comme on a eu sur les 2 métropoles il y a quelques dizaines d'années, des mesures de désindustrialisation de la Lorraine, le fait que l'INIST arrive à Nancy et que la désindustrialisation soit dans la vallée de la Fensch, c'était déjà un sujet qu'on peut réévoquer en s'interrogeant et en disant peut-être qu'on n'a pas réenchanté l'emploi là où on aurait dû. Donc on crée des blessures en fait. Pour rester dans le pessimisme ambiant, vous avez noté que notre président de la République était en Chine populaire la semaine dernière et un commentateur économique disait qu'il n'y a aucun secteur où les Chinois nous respectent finalement. Ils nous snobent à peu près sur tout, sauf sur l'aéronautique. Est-ce que ça correspond à l'analyse que vous faites de la situation en France, voire en Europe? Mais Denis, on avait dit qu'on posait que les questions que j'avais écrites à l'avance. Non, je ne peux pas répondre à ça. Je n'aurai pas une réponse ni scientifiquement fondée, ni intelligente. Donc, Jean-Claude, une autre question pour vous, Madame Elmer-Laurent. Jean-Claude Dermain. Oui, je voulais dire simplement en question de politique actuelle. Au mois de mai 2025, il y a eu l'opération lancée par le président qui s'appelait Choose France. Le résultat actuel, et le seul, c'est une dizaine de promesses de création de data centers en France, essentiellement autour de Paris, de Marseille et peut-être Dunkerque. Actuellement, il y en a 3 en Lorraine, mais un qui est en cours de développement et 2 qui sont là depuis 2014, mais leur taille n'est pas tout à fait comparable aux projets qui sont annoncés. Le projet pour 1 milliard de Microsoft, par exemple, est énorme.
celui de Malzéville, qui est très important, qui est très utile, qui sert à beaucoup de monde parce qu'il est en location pour des services, il n'est pas comparable. Enfin, les deux de Malzéville. Et celui construit par l'université, le CNRS, l'IRSID et La métropole et le CHU. la métropole, et puis les médecins aussi, Oui, le CHU, ouais. et le CHU, il est en cours de développement. Il sera énorme, hein, mais on n'est pas dans les milliards. Ah non, mais il sera au regard des besoins du secteur académique et santé et de la métropole. Il est sécurisé. Je vous dis même pas où il est pour que vous veniez pas survoler avec votre drone, mais il est dans un très beau bâtiment de Vendeuvre qui permet de revaloriser aussi cette histoire de la donnée scientifique. Peut-être rappeler ici que toutes ces activités, la sidérurgie, l'industrie, data center, surtout aujourd'hui, sont des activités très capitalistiques. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de capitaux. C'est un mot qu'il faut peut-être redécouvrir dans notre pays parce que sans capitaux, on fait rien. Et c'est un grand sujet, je pense, pour l'ensemble de notre pays et pour certaines activités comme par exemple les data centers. D'autres questions ? Non ? On vous remercie beaucoup. Merci de l'exercice. Hein.